Alors, dans cette séquence, nous allons aborder deux sujets de baccalauréat sur le contrôle de la motricité. Dans le premier sujet, la thématique concerne comportement, mouvement et système nerveux. On va travailler sur la motricité volontaire et la communication nerveuse. Alors, le sujet nous précise qu'afin de vérifier chez un patient l'intégrité des voies nerveuses impliquées dans les mouvements volontaires suite à un traumatisme, une équipe médicale lui demande de réaliser une série de flexions du bras. On nous demande d'expliquer les mécanismes nerveux électriques et chimiques aboutissant à un mouvement volontaire tel que la flexion du bras, depuis la naissance du message nerveux dans le cortex cérébral moteur jusqu'à la synapse neuromusculaire. Le sujet nous précise que le mécanisme moléculaire de la contraction musculaire n'est pas à traiter. Il va donc falloir aborder les mécanismes nerveux à la fois électriques, au niveau des neurones, et chimiques, au niveau des synapses, qui vont aboutir à un mouvement volontaire. On va se baser sur celui de la flexion du bras, qui va donc partir du cortex cérébral moteur. Il va donc falloir aborder les caractéristiques de l'organisation fonctionnelle du cortex cérébral et des voies motrices qui vont mener jusqu'au muscle, et aborder le fonctionnement de la synapse neuromusculaire dans le détail. On a à notre disposition deux documents qui sont complets, avec beaucoup d'informations et sur lesquels on va se baser pour construire notre sujet. Alors on a ici un schéma de la vue d'ensemble du contrôle par le cortex moteur de ce muscle fléchisseur du bras qui est le biceps. Et puis on a un détail ici de ce qu'il se passe dans la moelle épinière entre l'activation et l'inhibition de certains neurones. Alors il va falloir partir du cortex moteur avec son organisation, montrer comment les neurones, avec les messages nerveux qu'ils véhiculent par le biais de la voie corticospinale ou le faisceau pyramidal, vont arriver dans la moelle épinière, et que ces messages nerveux vont avoir deux effets très importants. Le premier, c'est de stimuler ici le motoneurone du muscle fléchisseur du bras, mais dans le même temps, ce message nerveux qui provient du cortex va stimuler un interneurone inhibiteur qui, lui, va inhiber le motoneurone du muscle antagoniste extenseur du bras. Parce que lorsque le muscle fléchisseur se contracte, il se raccourcit. En se raccourcissant, le muscle antagoniste extenseur, lui, va s'étirer, s'allonger, ce qui va entraîner une déformation ici de son fuseau neuromusculaire. Il y a donc normalement un message nerveux sensitif qui remonte le long de la fibre 1A et qui va venir stimuler dans une boucle réflexe ce muscle extenseur. Or, dans la flexion du bras, on ne veut pas que ce muscle extenseur se contracte. Autrement dit, ce motoneurone doit être inhibé. Il est inhibé par cet interneurone inhibiteur activé par le message qui provient du cortex. On a le détail ici de ces inhibitions et de ces activations qu'il va falloir faire intervenir dans notre sujet. Alors, on peut commencer ce sujet en présentant, par exemple, dans un premier temps, la commande corticale du mouvement volontaire. On va donc montrer dans un premier temps que le cortex moteur présente une organisation dite somatotopique et qui est représentée par l'homonculus moteur, à savoir que chaque partie du cortex moteur va contrôler une partie précise du corps et que cet homonculus moteur est déséquilibré, c'est-à-dire que les parties les plus motrices de notre corps vont occuper dans le cortex moteur une place très importante. On peut ensuite montrer que des neurones quittent le cortex moteur pour rejoindre la moelle épinière par une voie qu'on appelle le faisceau pyramidal ou la voie corticospinale. On montre ensuite que les messages nerveux provenant du cortex sont constitués de trains de potentiel d'action codés en fréquences de potentiel d'action. On aborde ensuite le fonctionnement de la synapse neuroneuronique qui a lieu dans la moelle épinière. On peut montrer dans un premier temps que les neurones corticaux se connectent aux motoneurones du muscle fléchisseur. On peut rappeler qu'au niveau de la synapse, il y a une libération de neurotransmetteurs, c'est-à-dire qu'on va passer d'un codage en fréquence de potentiel d'action au niveau du neurone à un codage chimique en concentration de neurotransmetteurs au niveau de la synapse elle-même. On va montrer que la fixation des neurotransmetteurs aux récepteurs postsynaptiques entraîne la formation d'un message nerveux moteur sur le motoneurone qui va se rendre au muscle fléchisseur. On peut aborder dans un troisième temps le message nerveux moteur et la synapse neuromusculaire.
On peut montrer dans un premier temps que le motoneurone est connecté à plusieurs fibres musculaires, ce que l'on appelle une unité motrice, mais on peut rappeler qu'une fibre musculaire ne reçoit l'information que d'un seul motoneurone. On va montrer dans un deuxième temps le message nerveux moteur qui entraîne une libération d'acétylcholine dans l'espace synaptique de la synapse neuromusculaire, que dans la synapse, il y a une fixation de l'acétylcholine au récepteur de la cellule musculaire, ce qui entraîne la formation de potentiels d'action musculaire. On va enfin montrer que ces potentiels d'action musculaire sont responsables d'une libération de calcium contenu dans le réticulum sarcoplasmique et que ce calcium déclenche la contraction du muscle fléchisseur. Enfin, il faut montrer que la contraction du fléchisseur implique dans le même temps un relâchement du muscle extenseur antagoniste. On va donc commencer par montrer que la contraction du fléchisseur entraîne un allongement du muscle extenseur, donc l'activation de son fuseau neuromusculaire et la mise en place d'une boucle réflexe. On va donc aborder le fait que le motoneurone du muscle extenseur est soumis à l'action d'un interneurone inhibiteur qui est stimulé par le neurone cortical et qui est visible sur le schéma qui nous est fourni. Enfin, on va montrer que le motoneurone du muscle extenseur va réaliser une intégration des différents messages nerveux activateurs et inhibiteurs qui lui parviennent sous la forme d'une sommation spatiale et d'une sommation temporelle. On a donc montré comment les mécanismes nerveux électriques et chimiques aboutissent à un mouvement volontaire tel que la flexion du bras, depuis la naissance du message nerveux dans le cortex cérébral moteur jusqu'à la synapse neuromusculaire. On n'a évidemment pas développé le mécanisme moléculaire de la contraction musculaire qui correspondait au glissement des filaments fins d'actine et de myosine avec le raccourcissement du sarcomère. Dans le deuxième sujet, qui concerne toujours la thématique sur comportement, mouvement et système nerveux, on va travailler sur la modulation, cette fois-ci, de la contraction musculaire. On nous précise dans l'entête de ce sujet que l'intensité de la contraction d'un muscle varie selon l'importance du raccourcissement des cellules musculaires qui le constituent. On parle de modulation de la contraction musculaire. On nous précise que chaque cellule musculaire est commandée par un neurone moteur qui intègre des messages nerveux d'origine multiple. On va donc devoir développer quelque chose de particulier qui est la modulation de la contraction musculaire. On va travailler au niveau de la cellule musculaire, de sa commande par un neurone moteur ou motoneurone, et on va développer en détail l'intégration synaptique des messages nerveux qui viennent d'origine multiple. Donc l'objectif du sujet, c'est d'expliquer les mécanismes nerveux qui permettent de moduler la contraction d'une cellule musculaire. Alors on peut dans un premier temps mettre en évidence le fonctionnement de la synapse neuromusculaire. On va montrer l'organisation fonctionnelle d'une unité motrice et en particulier montrer que motoneurones et cellules musculaires sont connectés l'une à l'autre et que la cellule musculaire reçoit l'information d'un seul motoneurone, même si le motoneurone, lui, peut se connecter à différentes fibres musculaires, constituant ce qu'on appelle une unité motrice. On va montrer que le message nerveux moteur déclenche la libération d'acétylcholine dans l'espace synaptique entre le motoneurone et la cellule musculaire, que la fixation de l'acétylcholine au récepteur de la cellule musculaire entraîne la formation de potentiels d'action musculaire, et que ces potentiels d'action musculaire sont responsables d'une libération de calcium depuis le réticulum sarcoplasmique, ce qui déclenche la contraction du muscle. Il va falloir maintenant aborder la modulation de cette contraction musculaire. On va donc préciser que l'intensité de cette contraction dépend de la quantité d'acétylcholine qui est libérée, elle-même qui est liée à la fréquence des potentiels d'action du message nerveux moteur. On passe d'un message codé en fréquence de potentiel d'action à, dans la synapse, un codage chimique en concentration de neurotransmetteurs. Il faut donc s'intéresser maintenant dans une deuxième partie à la modulation de ce message nerveux. Donc on va montrer qu'un motoneurone est soumis à différents neurones afférents. On peut montrer dans un premier temps que les motoneurones sont soumis à l'action de neurones en provenance du cortex par la voie corticospinale,
ou provenant des muscles, en particulier des fibres 1A qui sont issues des fuseaux neuromusculaires. On montre aussi que ces motoneurones sont soumis à l'action d'interneurones inhibiteurs, qui sont eux-mêmes stimulés par des neurones venant du cortex ou par des fibres sensitives 1A venant des fuseaux neuromusculaires. On montre alors dans une dernière partie que le motoneurone intègre les différents messages nerveux qui lui parviennent. On peut présenter dans un premier temps les synapses excitatrices qui libèrent des neurotransmetteurs dits excitateurs comme l'acétylcholine, qui génèrent une dépolarisation du motoneurone. On aborde dans un second temps les synapses inhibitrices, qui libèrent des neurotransmetteurs dits inhibiteurs comme le GABA, et qui génèrent une hyperpolarisation du motoneurone. On montre alors que le motoneurone réalise une sommation spatiale et temporelle de toutes ces activations et toutes ces inhibitions pour former un message nerveux moteur unique et que la fréquence des potentiels d'action du message nerveux moteur détermine la quantité d'acétylcholine qui est libérée dans la synapse neuromusculaire, ce qui module la contraction de la cellule musculaire. On a donc montré comment les mécanismes nerveux permettent de moduler la contraction d'une cellule musculaire.